Michel Constant présente Ma route de la soie de Seibert d'Extraverti. Mon roi, mon seigneur, voici ma vie dévouée à votre service, mon aventure racontée sur la très surprenante route de la soie et ses suites, pour, je l'espère, vous combler de joie, en vers comme vous, mais en malherbe graduée, je me suis essayé, sans pouvoir vous égaler. Merci, enfin, pour ces lectures attentives à Édith, qui traqua mes fautes les plus rétives. Henri naquit à Pau, un Bourbon par son père, d'Albret aussi et Navarre par sa reine-mère. 2 fois roi, on le trouva 5 fois protestant, mais 6 fois catholique, un grand croyant. Coarraze, mon enfance. Mon père, laboureur, à Letier de Coarraze, menait ses arrères sur les terres du voisinage et du château où Henri s'élevait, foutant, festoyant, jurant comme un paysan, chassant le cerf, le sanglier, la coquine et les biches. En bande, nous jouions, brettions, chevauchant les miches si chaudes des bergères au léger cotillon. Nous buvions le lait des nourrices à plein téton. En campagne, ma blessure. Et puis tout bascula. Henri avait grandi en France, à Paris, le voilà parti. De là-haut, il m'appela, soldat à tout faire, et capitaine me fit, car bon à la rapière. J'étais très habile à ce jeu-là, me fendant avec souplesse, finesse, astuce au demeurant. Je m'appelle Seibert, à dire comme font les Gascons. Avec ma mère et ma grand-mère, nous élevions des salamandres bouillies, dépotées, vinaigrées, mises en compote. Elles faisaient des pharmacopées. Les jambes repoussaient. Les plaies étaient soignées. On les préparait, les appliquait en onguents, en potions, qu'on me fit déguster tout enfant. Je suivais Henri dans ses nombreuses campagnes, sans trouver le temps de prendre des compagnes. De Coutras à Ivry, d'Arcs à Fontaine française où, avec mon cheval, je mordis dur la glaise. On me laissa pour mort et même me détroussa. Ma mère, suivant l'armée, me chercha, me trouva. M'appliquant ses secrets recettes salamandreuses, je guéris avec des bras, des jambes boiteuses, multipliées par 2, des pieds, des mains sans doigts, des yeux de salamandre, une bouche porte-voix, grande gueule avec ses sécrétions purulentes, un nez voméro, des oreilles rondes, aspergeantes. Une rapière même m'avait poussé sur mon flanc qui s'agitait tel un fouet contre tout venant, sans que j'en pusse freiner l'ardeur belliqueuse, et cerise sur le dos, un sac à malice, riche en réserves et autres pensées complices. Paris, le départ. J'avais une nouvelle physionomie curieuse, les remèdes de ma mère me transformant vivant, inanimé, difforme, ridicule, effrayant. Mes muscles s'étaient bloqués en statue naturelle, et je me déplaçais comme une sauterelle, sautant, soufflant, l'œil bloqué au fond de son trou. Je mangeais peu, j'avais perdu le sens du goût. Quelques grosses fourmis
et de dodues abeilles. L'été, des cigales essoufflées, pas très belles, faisaient mon ordinaire. Il y en avait partout, 4 gouttes de sang, l'hiver, et c'était tout. Je buvais aussi de l'alcool, 1 décilitre par semaine. L'eau n'avait pas droit au chapitre. Ainsi réparé, je me présentai au roi. Il rit. Ventre saint gris. Quelle tête, ma foi! Ah, comment te voilà? As-tu donc dit cervelle? Est-il vrai qu'en calcul compliqué tu excelles? On te dit en chiffres devenu fort savant. Eh bien, j'ai pour toi un voyage très important. Notre royaume s'étend enfin aux antipodes. Ne laissons pas l'Espagnol aller jusqu'aux pôles. Chaplin parle pour l'Amérique. Où sont les Anglais? Pirard, arme bateau pour l'Inde des Portugais. Je veux connaître le monde. Tu seras espion. La route de la soie tu suivras, mon mignon. Fais comme tu es fait. Tu n'as besoin ni d'escorte ni d'argent. Partout tu auras bonne porte. Et il ajouta, je te fais compte d'extraverti. Je remerciai Henri, ce roi si averti. Il était vrai aussi que d'un seau je couvrais 1 lieue au moins. À faire mieux je m'essayai, tout raide que j'étais. J'obtins la bagatelle de 10 ou 15 lieues sans chercher d'escabelle. J'étais prêt, et à la demande du roi Henri, place royale, je fis mon premier vrai selfie. Henri me dispensa d'une messe, car, dit-il, il craignait de mon épée un geste incivil, par exemple fouetter quelques moines pédophiles et effrayer ainsi les clergés papophiles. Lisbonne, l'apprentissage. Et me voilà parti, direction Portugal. Comme indiqué toujours, portail sans égal, pour joindre Cipango et ses tentures soyeuses. À Lisbonne, point de soie, des boutiques poivreuses, parce qu'ici, le poivre était étalon d'or. Là, je m'aperçus posséder un talent fort utile. Je comprenais le dire de l'indigène, je savais lui parler sans que cela me gêne. Il s'en ajoutait un autre, une étrangeté. Je jouais sur les siècles avec liberté, depuis la dure époque nocturne des dinosaures jusqu'au monde futur et trouble des cyberstores. Je restai quelques jours près du Tage. Un Anglais m'indiqua Cadix. Très confiant, je l'écoutai. Puis, honteux, je découvris la vraie perfidie. Cadix, c'était l'Espagne, notre pire ennemi. Mais on y pouvait savoir que j'étais français. J'en profitai pour internationaliser mon patronyme. Je fus cyber extraverti, un être étrange, laid et gauche, comique, abruti, et vraiment très doué. Henri avait raison, avec ses qualités, j'avais tout d'un espion. Cadix, l'Espagnol. En 10 sauts, j'arrivai au port occidental. Pas de soie encore, mais que du précieux métal, qui dégorgeait des vieilles caravelles ventrues, surveillées par des troupes nombreuses et repues. Oui, l'Espagne des rois catholiques était riche. Pour mon dessein, bien sûr, elle n'était qu'une friche. De plus en plus conscient de ma force nouvelle, je m'intéressais mieux à la chose actuelle.
Les Espagnols sont tristes et habillés de noir. C'est ainsi que les riches cachent bien leur avoir. Mais le soir, dans les bars du port, c'est belle fête. Henri, dans ses consignes, m'avait mis dans la tête de bien écouter, voir, retenir l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les faits à potentiel. Jamais plus de deux. Après, ce sont des forêts. J'avais mon premier fait. Mais pourquoi ces banquets de pauvres si joyeux? L'ail en était la cause, il était partout, cru ou cuit, à forte dose. Ainsi, l'espagnol sentait fort comme mon roi, mais je n'oubliais pas la route de mon emploi. Je devais quitter Cadiz pour trouver l'Orient. Je pris donc la direction du soleil levant. Valence, le délire. Une journée de saut et je fus à Valence, où on faisait régate, un combat sans violence. Autant Cadix était du siècle le témoin, autant Valence était cyber first, et de loin. Une ville bien étrange où rien n'est comme ailleurs, sauf l'absence de soi. De naphte puanteur montée d'ardentes mares visqueuses ou solides, et de boîtes en métal qu'ils appelaient bolides. Les maisons y sont rondes, en forme de nymphéas. Les canards y sont roses, hauts et ne sont pas gras. Un compagnon de fortune, toussant et crachant, me conseilla Barcelone, un port très vivant. Tu y trouveras voiles, tissus, toiles de soie, qui s'exportent très loin pour les filles de joie. Barcelone, la fête. Le lendemain matin, j'étais prêt à voler, quand je sentis descendre d'un rafiot l'anglais. Rapière s'agitait déjà pour le pourfendre. Un geste à éviter, trop tôt pour me faire pendre. Je m'élançai pour de longs, raides et puissants sauts, pour la première fois en bondissant sur les flots. J'atterris dans une vaste rue populeuse. C'était fête, colorée, délurée, nue, vineuse. Je fus pris dans une ronde. D'où viens-tu, mon bel étranger? De Valencia, ma belle. Ah, si tel est ton pays, les hommes y sont fort rudes et beaux. La jeunette devenait entreprenante et tôt je m'esquivai la chose sexuelle interdite, faute d'attributs. Je quittai Barcelone vite, sans en rien voir, pour que m'évite le ridicule. Marseille. Une halte. Je suivis la côte en filant vers l'est et pile, je tombai sur Marseille au royaume de France. Marseille, dernière ligueuse, qui fut le fer de lance d'un dictateur, ami du voisin espagnol, dont l'habile Henri sut reconquérir le sol. Je profitai du lieu pour secrètement remettre à la police du roi une instructive lettre. De la ville, de ses habitants, je ne dis rien, sinon qu'ils sont très travailleurs et bons chrétiens. Il est indécent de critiquer son royaume. L'exaltation de la route me reprit comme une nécessité absolue, un puissant espoir de découverte, un moteur alléchant. On me dit de rallier Gênes, en évitant Nice, une cité savoyarde fière et très police,
où des yeux caméra regardent sans ne rien voir. Henri y haït ainsi que son pouvoir. Gênes la superbe. Gênes, l'antique Stalia, est superbe, magnifique, bien protégée par une montagne magique. Il y a à profusion épices, or, pierre, alun et soie. Des coupons de 50 aunes chacun, au toucher voluptueux, aux couleurs chatoyantes, tellement souples comme robes ondoyantes. J'y suis, le vrai départ. Je suis aguerri, les banques où se traitent les affaires, à l'abri des convoitises sont fiers, en belles pierres et riches. Les galères sont bâties fines comme des flèches. La couleur est partout. Les tissus de travail sont bleus, en toile jean, solide, à fine maille. Le Génois pratique l'ironie dans son parler, franc et hautain, comme prêt à se quereller. Je me fis le plus secret possible pour ma route à suivre. J'optai pour Bastia, et en avant toute, je me devais d'aller dans les seuls ports génois, car par eux passait le cher tissu cher au roi. Bastia, la tempête. Bastia est sur une île à 3 jours de bateau, bien loin au sud. Pas question d'y aller en sot. Je devais donc absolument monter galère. Dans les sculptures de proue, et sans comme repère, je m'incrustai dans un large hippocampe blanc et une nymphe nue. Je m'endormis, n'ayant pris de repos depuis longtemps, quand une vague d'une claque me toucha avec la force d'une dague. La mer est fort brutale. À Bastia, j'arrivai, trempé, lavé, salé, rassasié, hébété. La cité et le port sont minuscules et pas de soie. Seules quelques galères et de vieux soldats. Écoutant, j'appris qu'un bateau partait pour l'île d'Elbe où je pourrais retrouver une ville sur la voie de la soie, l'Est et le continent. C'était une galère légère et possédant 8 rameurs volontaires des habitants de l'île. On la sentait rapide, certainement agile. Vantant ma vue perçante, je me prêtai guetteur. Ma physionomie plut à ces marins de cœur. Ils étaient contrebandiers à la barbe des flottes génoises, impériales, toscanes et autres. Ils longèrent la côte vers le cap Nord, chargeant des mets séchés, de porc et de mouton, des vins durs au palais, recherchés par le pape et le royaume de Naples. Ils filèrent par une nuit sans lune et les voiles affalés sur l'île d'Elbe. Je vis un ouragan arriver par le nord et immédiatement nous changeâmes de cap, le prenant par vent arrière. Ce fut terrible, brutal. Les rames battaient l'air. Cela dura jusqu'au matin, nous surprenant bien loin, au sud d'Elbe. Dans le soleil levant, je vis foncer sur nous une grande galère. Nous étions trop visibles pour qu'elle ne nous repère. Comme elle approchait, j'en perçus une autre, venant à sa rencontre en tirant des boulets, tombant près de nous. Il fallait fuir vers le sud encore. En face, l'affaire fut traitée en un temps record. Nouvelle arrivée. Perçadur la première, d'un coup dur d'éperon, et comme une sorcière l'envoya sans peur et sans pitié au grand fond. Mais grâce à nos rameurs, loin déjà nous étions. Voilà le Français revenu et aussi fou. Le navire coulé était espagnol ou savoyard, je n'avais pu distinguer la flamme.
Elbe, un hommage. C'est à la nuit tombante par une mer très que nous accostions, sauf. Tu es une vigie éclairée. Il te faut, pour ne pas être impie, rendre visite au logis du grand empereur, le saint Napoléon des Corses, homme sans peur, qui un jour délivrerait l'Europe et le monde de ces vieux rois à la vitesse d'une fronde. Napoléon futur avait une maison bien construite, équilibrée, d'hommes de raison. On comprend ici qu'il put mener des conquêtes qui ne servirent à rien sinon à des défaites. C'est la différence entre un fou conquérant et un gestionnaire de l'ordre trop intelligent. D'Elbe à la côte italienne, la distance est courte. Je fis des sauts rapides et glissants, sans escorte, de nuit, opérant le scintillement des feux. Il était bon de retrouver des gens heureux, de n'être point toujours esclaves du caractère trompeur des mers. Oui, j'étais de nouveau sur terre. Naples, une découverte. Je me mis sous l'ombre bleue d'un pin parasol, suçai une branche et 3 gouttes de résine. Reposé, j'écoutais chanter le rossignol, puis la chaleur montant des cigales, la clarine enrouée. Et je partis frais et sautillant jusqu'à Naples, où on devait bien savoir vraiment où je pourrais croiser la route de la soie. Les Espagnols encore, je n'étais pas leur proie. Je me réfugiai dans un clan de Camorra. Tout le monde ici souhaitait être castrat pour chanter alto très forte dans l'opéra, bien payé et avec un honorable contrat. On m'introduisit non sur la voie mais sur la soie. Elle passait depuis un siècle par une autre voie. Gênes financée mais Venise transportée. Allez donc à Corfou, bien sûr, elle y passait. On me dit que je devrais une montagne traverser, puis la mer aussi, noble besogne, comme Ulysse dut faire au temps du Parnasse ancien. Corfou le devint. De Naples je pris un col et vis un lac marin. Un camion m'accepta au milieu des denrées et c'est en ferry frais sur les côtes opposées que je passai, sans m'embarrasser de l'époque où cela existait, car du temps je me moque. Il faut toujours choisir les plus faciles options. Corfou avec orgueil montrait les gros moellons de la toute dernière solide citadelle, les glacis plats glissant de sa force nouvelle. Corfou est la porte de l'Orient. Les devins y sont kyrielles. Certains racontent des demains étranges sur la vie dans l'île, car c'est une île assez proche du continent, peut-être 1 000, à croire que les hommes souhaitent se noyer plutôt que de marcher. J'allais donc visiter un conteur d'avenir. Il avait l'expérience d'être un gentil organisateur de vacances. Vacances ou vacances, oui, des mœurs inouïes, comment peut-on s'arrêter de vivre ses vies? On nous appelle Géo, les vacanciers GM. Nous vivons fermés dans un club de vie sans armes. Le sexe libre, le jeu sans violence, les repas pantagruéliques, goûteux. L'argent n'existe pas. On paye avec des boules de couleur voyante. Peu vêtus, on plonge, nage dans la mer accueillante. Arrête tes sornettes, cela n'est pas humain. Aussi humain que l'air, l'eau, le lait, le pain.
Et que deviendra cette société impossible? Elle disparaîtra dans un monde paisible. Et qu'es-tu devenu? Je suis banquier de soie. Je m'enrichis dans ce commerce comme tu vois. J'avais vu des milliers de paquets ficelés. Voilà ce pourquoi j'avais été appelé. Connais-tu la route de la soie, mon devin? Ce sont des mots sordides qui valent au vilain les 10 ans d'être pendu. Tais-toi donc, nature malfaisante et sauvage. La divine créature 10 fois se signa en évoquant tous les dieux. Me vouant aux enfers, me poussa hors des lieux, en dressant un index en travers de ses lèvres. J'avais compris. Mes journées ici seraient brèves. Le soleil seul pourrait m'aider chaque matin. Il me donnait le cap comme un bon levantin. Salonique, le Turc. Je sautai le détroit. Chez le Turc j'arrivai. Ce n'était pas tranquille. L'armée se révoltait. Le sultan changeait de vizir, de fonctionnaire. Druzes et Kurdes s'excitaient. La garde janissaire trop s'enrichissait. Les sultanes commandaient. Les catholiques émigraient. Des Turcs voyageaient pour Istanbul. La soie n'était pas leurs affaires. Ils allaient étudier l'islam comme leurs frères. À Salonique la belle, je fis halte, car curieux de voir une si grande ville de gens sérieux, où le turc, le juif, l'orthodoxe vivaient paisibles. Les soies étaient présentes, de qualité passable, montées en doublure des fourrures pléteries chaudes, peau velue, importées des Russies. Je fus comblé par ma visite à Salonique. J'y rencontrai un indigène académique qui m'instruisit. Il ne vendait pas de tissus et certes son discours était un peu décousu, ainsi que peut l'être celui des très grands savants. Il connaissait la France, ses produits innovants. Henri s'était moqué, ou n'avais-je pas compris? Ma France est de la soie, au sublime coloris, un immense producteur, avec mûriers et vers. Elle exporte des toiles, des bas merveilleux vers l'Orient, les Amériques, la Chine ou la Russie. Rosny a su développer cette industrie. Il était mon compagnon d'armes dans les batailles d'Henri. Ici, il est connu pour ses trouvailles. Je remis une missive au consul de France pour mon roi. J'y décrivais la belle présence de la soie française dans les ports et entrepôts, des chatoyants tissus transportés sur les flots. Ils étaient partout sur la route de la soie. Je confirmais que j'étais sur la bonne voie. Constantinople l'ami. Constantinopolis, planté sur son rocher, le dos à l'Occident, regarde se lever le soleil qui lui porta une fin cruelle, et sur une rivière de sang, une aube nouvelle. Le Turc est l'ami cher de François le Sauveur. Henri aussi sait utiliser sa valeur. Leurs ennemis sont communs, leurs richesses liées. De l'Empire ottoman, ma patrie est l'alliée militaire, commerciale, culturelle, religieuse.
Galère nouvelle, lourde tartane et soie française, arrivant, partant, livrant sur la corne d'or. Marseille vaut Venise sans en avoir son or. Je vis aussi des moines capucins, pieds nus, cachés sous leur capuche et de gris vêtus, parce qu'Henri est le défenseur des croyants chrétiens du pape romain de tous les levants. Ayant mes deux éléments, je devais poursuivre la route où se croisent ces merveilles aidant à vivre. Je redevins secret. Maintenant je savais, les routes de la soie sont lourdes de frais, tant par terre que par mer. Elles sont multiples et longues. Moi, j'avance, regarde, écoute en toutes les langues et ne transportant rien, mangeant sur la nature, me déplaçant sur terre rapidement et sans monture, je suis libre d'aller, passant inaperçu, car bien informe, ma mère naguère m'a conçu. Smyrne, la duplicité. J'avais d'un saut puissant traversé le Bosphore. C'est vers le sud que j'allais, tenté par la flore. Les Turcs sont gens ouverts, aux mœurs très fermées, et comme chacun sait, leurs femmes sont cachées. Les hommes riches possédant leurs nonnes très privées, et des couvents réguliers pour les surveiller, pures, chastes, obéissantes et douces les conserver, elles vénèrent leur mari et le prient comme un dieu. Mœurs au demeurant fort vaines, quel que soit le lieu. Ma quête devint presque une promenade. Je visitais léger comme fait le nomade. Montagnes, fermes et vergers, champs de blé ou d'orge, le thé et leur vin blanc, le raisin pour la gorge. Que de moutons et chèvres, arrangés en plats cuits, mélangés de farine, ils font de bons biscuits. Le lait des chèvres se boit aigre, visqueux ou liquide. Leurs pains sont des galettes, la menthe leur salade. Je fis halte à Smyrne, j'y vis échanger nos tissus, laine, bonnet, papier, soieries, arquebuses, écus, contre des soies, des ocres, des laines, des indigos, tapis d'Anatolie et mastiques de Chios. Ici, d'Homère au futur, une histoire torride, belles batailles et crimes, funestes trahisons, quand des milliers de Grecs seront tués à foison sous l'œil goguenard de leurs amicaux alliés, pour que le vainqueur neuf ne soit pas humilié. Éphèse, pèlerinage. Je fus à Éphèse voir de Marie la maison. J'avais gardé des habitudes de raison, bon calviniste je fus, et de cœur suis resté. Catholique, orthodoxe, musulman en ménage, y cherche le miracle d'une parturiente vierge. J'abandonnai là ce tourisme religieux et descendis dans ce qui fut, en ces lieux, une cité dont il reste des murs de pierre, sculptés, enchevêtrés, dévorés par les lierres. Ronces, thym, capriers, cyprès, forêt de pins. Artémis y fut,
une autre vierge féconde, aux 30 saints et du temps identique ronde. Marie a-t-elle copié? Les lieux sont-ils si propices? L'homme pour vendre est prêt à tous les artifices. Les lapins, les serpents maintenant y vaquaient. Rapierre en assomma 4 ou 5, elle jouait, se détendait. L'inaction lui était mauvaise. Les armes sont heureuses dans la flamme et la braise des combats. Vers l'est je repris mon chemin, pour Antioche tout droit, et ce n'était pas si loin. Antioche, Aliénor. Oh, je ne venais pas ici pour les commerces. Les lieux sont en complète décadence. Mes sources de l'enfance m'ont bercé d'Aliénor d'Aquitaine, qui fut de mes ancêtres la belle suzeraine, et qui, à Antioche avec Raymond son parrain, se forgea aux luxes et raffinements, loin des habitudes grossières et rustres du monde capétien. Elle y apprit la foi vagabonde, et se fit femme courageuse et volontairement ouverte aux décisions habituellement réservées aux hommes. Marie, roi ou seigneur maître. Elle apporta parfum, connaissance des astres, bijoux, fêtes, troubadours, mais aussi cruauté bien comprise, qui avec l'art trouve liberté. Henri s'en était enquiché, en Gabriel l'avait bien trouvé, mais l'époque n'est plus pareille. Je fus à Issos où Alexandre le Grand s'ouvrit la porte de l'Asie, monde enivrant, et poursuivit le vieux Darius loin dans sa terre. Le Liban, chez l'émir. Vers le sud, je croisai, pour ne pas me déplaire, notre consul accompagnant de belles denrées chez l'émir des Druzes, où elles seraient étalées. Je m'y cachai, curieux, la tête sur un gros pouf. La caravane s'arrêta, arrivée au chouf. Je passai inaperçu, mêlé à la troupe. Il venait de Tripoli en important groupe. Un somptueux mésé attendait les convives avec de longs et lourds plats aux couleurs festives. Le consul, un Marseillais rallié à Henri, organisa un défilé fort applaudi, de robes et tuniques portées par des beautés qu'il présenta d'entrée comme ses parentés. Il y avait sa fille. La représentation close, elles se mêlèrent à la conversation. Par l'émir, les invités furent félicités, et des mères épouses bruyamment adulées. La fille en avait pour moi. Sans être étonné, j'entendis: quel est ton pays, noble étranger? Encore je mentis. C'est l'Alep, là très puissante. Tu parles bien le provençal. Très important est ici l'étude des langues. Je fus sauvé par un beau jeune homme. J'en savais vraiment assez. Je m'éclipsai. Je descendis dans le jardin, respirai l'air doux et parfumé du matin. J'étais prêt à bondir. Devant moi, c'était elle, amusée, souriante,
Non, avec moi la belle tu ne feras. Je veux entrer dans ton harem. Je n'en ai point. Oh, fais-tu donc toujours carême? Ou bien es-tu mignon? Ainsi elle m'agressait. Je sentis rapière bouger et prête à frapper. La belle contre moi se jeta, me couvrant de baisers. Je ne savais que faire à présent. Brusquement, elle se mit à rire, se tortiller. Dans ma bouche enfouit son visage, l'y caché. Ô triste coquin, ô monstre de luxure! Elle gémissait, criait, roulait de l'encolure, pleurait. Je savais bien qu'ici est l'extase, et que le riche Orient des plaisirs et l'emphase, mon Aladin, mon Saladin, mon Fakirdin. Comment puisse cela être aussi bon, mon Indien? Je devinais rapière tendrement s'affairer. Grand mon étonnement de la voir s'impliquer dans ce labeur avec tant de délicatesse, d'ardeur, de sensibilité pour les caresses. Plus qu'une été, plus qu'un gourdin, c'était un vie, puissant et serpentin, dont l'exploit m'eût ravi si j'avais pu en mon corps en vivre la joie. Je n'étais qu'un porteur de chandelle, ma foi. La beauté s'arrêta de crier, elle s'était évanouie et respirait comme une enfant sage endormie. Nous l'avons couchée sans troubler son sommeil. Je sautai jusqu'à Tyr, suivi par le soleil.